Aujourd'hui, on va parler de cheat meal, les fameux cheat meals. En fait, on va faire la différence entre un cheat meal et un refeed, puis on va parler aussi de diet break. C'est quoi ça, un diet break? C'est quoi ça, un refeed? Peut-être que tu sais pas c'est quoi un refeed, mais les fameux cheat meals, je pense que tout le monde connaît ça. Pourquoi ce sujet-là, il est important maintenant? En fait, c'est très commun quand une personne essaie d'amener sa nutrition à un autre niveau, qui a passé le stade de faire des bons choix, des choix santé, des choix qui vont y amener certains résultats au niveau de son conditionnement physique. Souvent, les gens vont aller consulter des entraîneurs, vont déjà avoir vu des gens faire des protocoles de refeed où est-ce qu'ils vont augmenter significativement le rapport calorique. Il va y avoir des associations faites entre une augmentation calorique qui augmenterait le métabolisme, qui augmenterait la perte de gras, qui diminuerait l'appétit, qui pourrait augmenter l'anabolisme, donc les nouveaux gains musculaires. Donc les gens vont faire des associations puis ils vont dire « Wow, un cheat meal, c'est quelque chose que j'ai de besoin. » Donc ils vont poser la question au coach. « Coach, c'est quand mon cheat meal? » Ou encore pire, « C'est quand mon cheat day? » Ou encore pire, ils vont dire au coach « Hey, j'ai fait un cheat meal pour refaire mes réserves. J'ai fait un cheat day pour refaire mes réserves. » Donc, c'est quoi un cheat? Un cheat, c'est juste quelque chose... C'est juste de manger n'importe quoi, de n'importe quelle manière, ok? Manger ce que tu as envie, quand ça te tente, dans la quantité que tu en as envie. C'est ça un cheat meal, dans le fond. Un refeed, c'est une manière de t'alimenter qui est spécifiquement faite pour refaire tes réserves de glycogène, pour te sortir d'un déficit énergétique pendant un laps de temps X. Donc, la différence entre les deux, c'est que le cheat meal, généralement, il sera pas vraiment contrôlé en termes de quantité et les choix d'aliments vont souvent être doutables. On va manger en fait ce qui nous tente. Fait que souvent on va parler de junk food, des choses comme ça. Donc, première chose qu'il faut que tu te rentres dans la tête puis que tu oublies pas, c'est qu'il y a aucun avantage physiologique à manger une grande quantité d'aliments pauvres en nutriments et riches en calories. Des aliments pro-inflammatoires qui sont pas nutritifs en grande quantité. Il y a vraiment aucun avantage à faire ça, autre que si tu es sur le point de mourir par sous-alimentation, OK, ou est-ce que t'aurais rien mangé depuis des semaines, t'es sur le point de mourir, OK, là, ça va t'aider. Mais sinon, il n'y a aucun avantage de faire ça, OK? Les aliments qu'on parle d'un cheat meal, oui, ça pourrait refaire tes réserves énergétiques, ça pourrait te sortir d'un état peut-être de stress lié à manque de nutriments, mais si tu utilises des aliments pro-inflammatoires, des aliments typiquement très transformés, très riches en gras, riches en sucre ou en glucides rapidement assimilables, comme farine, etc., pauvres en fibres, riches en sodium, trop riches en sodium, etc., il va avoir aucun avantage à faire ça. OK? Oui, tu vas refaire certaines réserves, mais tu vas augmenter l'inflammation dans ton corps qui, en fait, peut avoir un impact négatif sur la sensibilité à l'insuline, sur plein d'autres mécanismes du corps qui va pas être positif. Donc, le seul avantage qu'il va avoir un cheat meal, c'est un avantage psychologique. Puis, il y a rien de mal à ça. Il y a rien de mal à aller manger un burger avec une frite si t'en as envie. Il y a vraiment rien de mal à ça. Point de vue psychologique, c'est super. Point de vue physiologique, c'est pas positif. C'est pas forcément négatif, mais c'est définitivement pas positif. Fait que le refeed, la différence, c'est que intentionnellement, on va augmenter notre rapport calorique, souvent majoritairement sous forme de glucides. Le but à ça étant d'augmenter le glycogène dans notre corps, glycogène musculaire idéalement, glycogène dans notre foie évidemment. Donc, on va augmenter nos réserves de glycogène pour avoir un impact positif sur nos performances, mais aussi de nous sortir d'un état de déficit énergétique, de refaire nos réserves d'énergie, nos réserves au niveau de nos cellules adipeuses pour avoir un impact positif sur les hormones de la satiété. Donc, il pourrait faire en sorte que ça pourrait nous aider temporairement à perdre plus facilement du gras par la suite, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle des refeeds. Puis c'est quelque chose qui va être utilisé très souvent, surtout en fin de sèche. Quelqu'un qui a beaucoup de réserves adipeuses sur son corps, qui a un taux de gras qui est quand même élevé, a vraiment pas besoin de faire des refeeds souvent, OK? Si il y en a besoin tout court. Mais plus on s'en vient lean, moins on a de gras sur le corps qui a une tendance à préserver notre masse musculaire. Fait qu'à un certain stade, ça peut être une très bonne chose de faire des périodes de refeed de manière planifiée pour optimiser justement la composition corporelle dans une phase de perte de gras. Il n'y a pas d'avantage de faire des refeeds si tu es en surplus calorique en passant. OK? Si tu es en prise de masse, que tu
t'as tout le temps 200-300 calories de surplus calorique puis que tu prends un petit peu de poids graduellement, de dire une journée, je vais augmenter ça de 1000 calories, ben, si tu te justifies ça, disant, c'est parce que je fais un refeed, non, c'est juste, t'as juste justifié de manger plus, ça n'a pas d'avantage physiologique non plus. Ça va être vraiment dans un processus de perte de gras que le refeed va faire du sens. Aussi pour, avant des événements d'endurance, ça pourrait être une stratégie utilisée, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça la différence entre un cheat meal puis un refeed. Les cheat meals, t'en as pas besoin. Sauf pour des raisons psychologiques, puis c'est bien correct de les utiliser. Mais si tu fais le suivi de ton apport calorique hebdomadaire, en fait, c'est ça que tu devrais le plus suivre dans ta semaine et pas quand tu manges parfaitement bien du lundi au vendredi. À moins que tu aies des résultats. Si tu as des résultats, parfait. Mais tu sais, si tu as de la misère avec ta perte de gras et que tu as des cheat meals, commence à juste faire le suivi de combien de calories tu manges quand tu fais des cheat meals, puis peut-être que tu vas trouver la réponse pourquoi que tu n'as pas les résultats que tu voulais. Donc, c'est ça la différence entre un cheat meal et un refeed. Maintenant, il y a un autre terme qui est utilisé qui s'appelle un diet break. Fait, quand on parle de diet break, puis encore là, des fois, les gens vont voir le terme, donc ils vont se dire, hey, un diet break, ça a l'air le fun. J'arrête, je mange ce que je veux. Mais c'est vraiment pas ça. En fait, un diet break, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans des phases, justement, de perte de poids, de perte de gras, où est-ce que pendant une période de temps prolongée, on va sortir du déficit calorique. On va juste manger un apport calorique de maintien. Ça veut pas dire qu'on commence à faire des choix de manger n'importe quoi. On va encore faire des bons choix nutritionnels, mais on va arrêter de diminuer notre apport calorique de manière à perdre du poids, perdre du gras. OK? On sera plus dans un déficit énergétique. Puis ça peut avoir plein d'avantages. Ça peut avoir des avantages psychologiques. OK? De faire en sorte que c'est moins difficile. On le sait que notre phase, notre perte de gras, disons qu'on l'étale sur 6 mois, mais ça va peut-être être plusieurs petits blocs de 4 semaines entrecoupés de diet break. Ça peut être psychologiquement plus facile de faire ça. Mais aussi, il y a des études qui ont étudié, en fait, les deux, l'utilisation de diet break et sans utilisation de diet break. Et la satiété semble plus tolérable sur le long terme de faire des diet breaks de cette manière-là, d'avoir des périodes plus intenses de déficit, de restriction calorique, suivies de périodes de maintenance. Fait que ça, c'est des stratégies qui fonctionnent. Si on semble être sur un plateau, que ça devient difficile de continuer à en perdre et que le déficit calorique, la quantité d'activité qu'on fait versus ce qu'on mange, c'est plus tellement soutenable. Puis tu sais, de dire, ben là, pour briser ce plateau-là, je vais faire plus de cardio ou je vais manger encore moins, ça pourrait être irréaliste. Dans ce temps-là, on pourrait peut-être assumer ou croire que peut-être notre métabolisme a chuté un petit peu en dessous de la normale. Puis, d'utiliser des périodes de diet break, ça pourrait potentiellement donner la chance au métabolisme de base de remonter un petit peu, qui pourrait faciliter la perte par la suite. OK? Donc, ça va être c'est pour ces raisons-là qu'on va utiliser les diet breaks. On va minimiser le stress sur le corps, puis ça semble aussi avoir un meilleur effet de préservation de la masse musculaire. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, qui pourrait être lié aussi à, justement, diminution de notre métabolisme, notre besoin calorique de maintenance. Si on perd trop de masse musculaire d'une phase de perte de gras, ça va être plus difficile de maintenir une plus grande dépense énergétique. On a juste moins de tissus actifs, plus actifs sur le corps. Donc, voici la différence entre les trois. Puis, j'aimerais ça que tu me donnes une note de 1 à 10. Comment tu as trouvé cette capsule-là? Est-ce que c'était pertinent? 10 étant, oui, j'ai appris des choses, c'était super pertinent. 1 étant, honnêtement, c'était vraiment une grosse perte de temps. Puis, je veux te dire un gros merci de ton écoute. Puis, à bientôt. Ciao.